Le message est arrivé par texto. Aux alentours de 23 heures, Fatima était dans sa cuisine. Elle finissait son dernier café noir de la journée, quand son portable a vibré. Elle l'a lu une fois, elle l'a relu 2 fois, puis une 3e fois, et pour la première fois depuis 8 longues années. Fatima a esquissé un sourire. Le message disait ceci: « Chère Fatima, après tant d'années, la famille Dubois souhaite vous rendre un hommage spécial lors de notre fête d'anniversaire. Ce serait un honneur de vous avoir parmi nous. Venez comme notre invité d'honneur. » Fatima, elle connaissait bien les Dubois. Elle les connaissait mieux que quiconque au monde. Elle avait nettoyé leur crasse pendant 25 ans. Elle avait entendu leurs secrets murmurés, dans des pièces qu'ils croyaient vides. Elle avait été témoin de leurs pires moments, lorsqu'ils la pensaient invisible. Et elle savait exactement ce que ce message signifiait. Ce n'était pas un hommage, c'était un guet-apens. Mais ce que les Dubois ignoraient, c'est que Fatima attendait cette invitation depuis 8 ans. Si jamais vous avez eu l'impression que le monde entier était contre vous, que vous avez travaillé toute votre vie, pour finalement être traité comme un déchet, alors vous devez écouter cette histoire jusqu'au bout. Parce que ce que Fatima a fait cette nuit-là a changé tout ce que ces 200 personnes croyaient savoir sur la justice. Pour comprendre ce qui s'est passé lors de cette fête, je dois vous ramener 25 ans en arrière, au jour où Fatima, une femme d'origine maghrébine de 43 ans, ronde, avec les mains abîmées par tant de lessive, a sonné pour la première fois à la porte de l'hôtel particulier des Dubois. Madame Dubois en personne ouvrit la porte. Elle scruta Fatima de haut en bas, chacun de bas en haut, comme on examine un meuble d'occasion avant de l'acheter. « Vous savez repasser les chemises en soie ?» demanda Madame Dubois, sans même dire bonjour. « Je sais repasser tout, madame, » répondit Fatima. « Nous verrons bien, » dit Madame Dubois. L'uniforme est dans la chambre de service, bleu, tablier blanc, tous les jours, sans exception. Ainsi, tout a commencé. 25 années de oui, madame, 25 années de non, madame, 25 années à se lever à 5 heures du matin pour arriver à 6 heures, 25 années à partir à 20 heures pour rentrer chez elle à 22 heures, 25 années à nettoyer ce que les autres salissaient, à ranger ce que les autres dérangeaient, à se taire quand les autres criaient. Fatima a vu Isabelle Dubois grandir. Elle l'a vue passer de petite fille gâtée à adolescente cruelle, puis à femme impitoyable. Elle a vu comment Isabelle traitait le personnel de maison, comment elle leur hurlait dessus pour des erreurs qu'elle commettait elle-même, comment elle les humiliait devant les invités pour affirmer son pouvoir. Mais Fatima n'a jamais rien dit, parce que Fatima comprenait une chose, que les Dubois ne comprendraient jamais. Le silence des pauvres n'est pas de la soumission, c'est de la survie. Il y avait un détail que personne ne remarquait. Chaque soir, avant de partir, Fatima sortait un petit carnet de sa poche et elle écrivait des dates, des noms, des mots exacts, tout ce qu'elle voyait, tout ce qu'elle entendait, tout ce qu'elle supportait. Ce n'était pas de la vengeance, c'était de la mémoire, parce que Fatima savait qu'un jour, quelqu'un aurait besoin de se souvenir. Les années ont passé. Madame Dubois a vieilli. Monsieur Dubois est mort d'une crise cardiaque, en hurlant au téléphone avec un associé. Isabelle s'est mariée avec un homme aussi cruel qu'elle. Ils ont eu des enfants, qui ont appris à traiter les employés, exactement comme leurs parents les traitaient. Et Fatima est restée là, nettoyant, se taisant, observant, écrivant, jusqu'au jour de l'accident. C'était un mardi de novembre. Fatima avait 60 ans. Isabelle lui a ordonné de descendre des cartons du grenier. Des cartons lourds, remplis de décorations de Noël, que la famille utilisait une fois par an et oubliait le reste du temps. L'escalier était vieux. Fatima l'avait signalé 3 fois. 3 fois. On lui avait répondu qu'il n'y avait pas de budget pour le changer. Sur la 4e marche, le bois a cédé. Fatima a chuté de 4 mètres. Elle s'est fracturé la hanche. Elle s'est cassé 3 côtes. Elle est restée allongée sur le plancher du grenier pendant 40 minutes, avant que quelqu'un ne la trouve. Isabelle est venue la voir, pendant que les ambulanciers la montaient sur la civière. Elle n'a pas demandé si elle allait bien. Elle n'a pas demandé si elle avait besoin de quelque chose. Elle a juste dit une phrase, que Fatima n'oublierait jamais. J'espère que cela n'affectera pas le service de demain. Nous avons des invités.
Fatima a passé 3 mois en convalescence, 3 mois sans salaire, parce qu'elle n'avait jamais été déclarée. 3 mois à manger ce que ses voisins lui donnaient. 3 mois à se demander comment elle allait payer son loyer. Quand elle a finalement pu marcher avec une canne, elle est retournée à l'hôtel particulier des Dubois, pas pour travailler, pour parler. Isabelle l'a reçue à la porte de service. Elle ne l'a pas laissée entrer. « Madame Isabelle, dit Fatima, j'ai travaillé ici pendant 25 ans. Je suis tombée à cause d'un escalier que j'ai signalé 3 fois. J'ai besoin d'aide pour mes frais médicaux. » Isabelle la regarda, comme on regarde une tache sur un tapis. « Fatima, dit-elle d'une voix froide, vous n'avez pas de contrat, vous n'avez pas de droit. Et franchement, après 25 ans, vous ne servez plus à rien. Votre remplaçante a commencé la semaine dernière. Elle est plus jeune, plus rapide et elle ne se plaint pas. Mais madame, insista Fatima, 25 ans. Ça doit signifier quelque chose. » Isabelle sortit une enveloppe de sa poche. Elle la tendit à Fatima. « Tenez, votre lettre de licenciement, signée et datée. Maintenant, partez et ne sonnez plus jamais à cette porte. » Fatima prit l'enveloppe. Elle l'ouvrit. Elle lut les mots écrits par Madame Dubois elle-même, avant de mourir. Des mots qui disaient « L'employé Fatima, nom de famille, est jetable. 25 années de service ne constituent aucune obligation légale ou morale pour cette famille. Jetable, c'était le mot. 25 années de sa vie résumées en un seul mot. Jetable. » Fatima rangea cette lettre. Elle la plia avec soin. Elle la mit dans sa poche. Et elle s'en alla, en marchant dans la rue avec sa canne, sans se retourner. Mais il y avait quelque chose que les Dubois ignoraient. Quelque chose que personne ne savait. Quelque chose qui allait tout changer. Fatima avait une habitude qu'elle n'avait jamais partagée avec personne. Chaque semaine, depuis 30 ans, elle achetait le même billet de loterie, les mêmes numéros, les mêmes, depuis toujours, la date de naissance de sa mère, la date de naissance de son père, la date de son propre mariage. Même si son mari était mort depuis des décennies, 8 mois après avoir été licenciée. Fatima était assise dans sa petite chambre louée. Elle mangeait du riz avec des haricots, qu'elle avait préparé pour toute la semaine. La télévision était allumée en arrière-plan, comme toujours, pour se sentir moins seule. Et alors, elle a entendu les numéros. Elle les a entendus 1 fois. Elle les a entendus 2 fois. Elle les a entendus 3 fois. Pendant que le présentateur les répétait, c'étaient ces numéros, tous ces numéros, les 6 numéros. Fatima se leva lentement. Elle marcha jusqu'à son sac. Elle sortit le billet. Elle le compara à l'écran. Numéro par numéro, un par un. 287 millions d'euros. Gagnante unique. Prix total. Fatima se rassit. Elle termina son riz avec des haricots. Elle lava son assiette. Elle la sécha. Elle la rangea. Et alors, seulement alors, elle commença à pleurer. Mais ce n'était pas des larmes de joie, c'était des larmes de quelque chose de plus profond. Quelque chose qu'elle avait gardé pendant 25 ans. Quelque chose qui avait enfin la permission de sortir. Si cette histoire résonne en vous, si vous vous souvenez de chaque fois qu'on vous a fait vous sentir petit, de chaque fois qu'on vous a traité comme si vous ne valiez rien, alors vous devez rester. Parce que ce que Fatima a fait avec cet argent n'était pas ce que personne n'attendait. La plupart des gens qui gagnent à la loterie font 3 choses. Ils achètent une grande maison. Ils achètent une voiture chère. Et ils le disent à tout le monde. Fatima n'a fait aucune de ces 3 choses. La première chose qu'elle a faite a été d'appeler un avocat. Pas n'importe quel avocat. Le même avocat qui avait essayé de l'aider à poursuivre les Dubois des années auparavant. Maître Henri Bastos. L'affaire avait été perdue faute de preuves, faute de témoins, faute de pouvoir contre pouvoir. Maître Henri, dit Fatima au téléphone, j'ai besoin que vous veniez chez moi. J'ai du travail pour vous. L'avocate arriva en s'attendant à trouver une femme désespérée, cherchant une autre opportunité légale. Ce qu'il trouva, c'était Fatima, assise à sa table de cuisine, avec un billet de loterie et une liste d'instructions écrite à la main. Nous allons faire tout ça légalement, dit Fatima. Nous allons créer des sociétés. Nous allons investir. Nous allons acheter des biens immobiliers. Mais personne, absolument personne, ne doit savoir que l'argent est à moi.
Mon nom ne doit apparaître sur aucun document public. » Maître Henri la regarda, confus. « Madame Fatima, avec cet argent, vous pouvez vivre comme une reine. Vous pouvez acheter l'hôtel particulier des Dubois si vous voulez. Vous pouvez faire ce que vous voulez. » Fatima sourit. C'était le même sourire qu'elle aurait 8 ans plus tard, lorsqu'elle recevrait le texto. « Maître, » dit Fatima, « je ne veux pas vivre comme une reine. Je veux que certaines personnes comprennent quelque chose. Et pour ça, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de patience, j'ai besoin que personne ne sache. » Ainsi commencèrent les 8 années de silence de Fatima Santos. Elle continua à vivre dans la même chambre louée. Elle continua à porter les mêmes vêtements simples. Elle continua à marcher dans les mêmes rues. Ses voisins continuaient à lui offrir de la nourriture en pensant qu'elle était toujours pauvre. Elle acceptait tout avec gratitude, pas par besoin, par affection, pour ne pas que les choses changent. Mais pendant que tout le monde la voyait de la même manière, Fatima construisait un empire invisible. Elle acheta des entreprises de nettoyage, 3 dans la première ville, 5 autres dans les villes voisines. Toutes opéraient sous des noms différents. Toutes employaient des femmes comme elle, des femmes qui avaient été mises de côté, des femmes qui pensaient qu'elles ne valaient rien. Fatima les payait le double du SMIC, leur donnait une assurance maladie, leur donnait des congés payés, leur donnait de la dignité. Mais il y avait quelque chose d'autre, quelque chose que Fatima attendait. Une opportunité spécifique. Les Dubois étaient en train de tomber. L'information arrivait petit à petit. Maître Henri lui envoyait des rapports chaque mois. Monsieur Dubois avait laissé des dettes cachées. L'entreprise familiale perdait des contrats. Isabelle continuait à dépenser comme si rien n'avait changé. Mais les comptes ne collaient plus. Ils vendirent l'hôtel particulier où Fatima avait travaillé 25 ans. Ils le vendirent à un prix ridicule pour payer des dettes urgentes. Isabelle déménagea dans un appartement qui restait luxueux, mais qui était une fraction de ce qu'elle avait avant. Et malgré tout, Isabelle continuait à organiser des fêtes, continuait à faire semblant, continuait à inviter des gens qui ne la respectaient plus, mais qui venaient par curiosité, pour voir jusqu'où elle tomberait. Alors arriva l'annonce. La fête des 25 ans de mariage d'Isabelle et de son mari, le dernier grand événement qu'ils pouvaient se permettre, la dernière tentative de prouver qu'ils étaient toujours importants. Et quelqu'un eut une idée cruelle, une idée parfaite pour des gens cruels. Inviter l'ancienne employée de maison, lui faire un hommage faux, se moquer d'elle devant tout le monde, se souvenir du bon vieux temps où ils avaient des domestiques, où ils avaient du pouvoir, où ils pouvaient humilier qui ils voulaient. Le texto arriva sur le portable de Fatima à 11h du soir. Et Fatima sourit, parce qu'il y avait un détail que personne ne connaissait. Un détail qui changerait toute cette nuit. Le salon où Isabelle avait réservé sa fête était l'un des plus élégants de la ville. 200 personnes confirmées. Décoration importée, champagne français, tout conçu pour prouver que les Dubois étaient toujours quelqu'un. Mais 2 mois avant la fête, ce salon avait changé de propriétaire. La nouvelle propriétaire était une entreprise appelée Dignité Investissement, une entreprise qui appartenait à un groupe appelé Fondation Santos, une fondation qui, à son tour, appartenait à une seule personne, Fatima Santos. Isabelle ne le savait pas. L'administrateur du salon ne le savait pas. Personne ne le savait, sauf Maître Henri et Fatima. La fête d'humiliation d'Isabelle Dubois se déroulerait sur la propriété de la femme qu'elle prévoyait d'humilier. Mais attendez, parce que ce qui s'est passé cette nuit-là était beaucoup plus complexe que vous ne l'imaginez. Et tout commença 3 heures avant que Fatima ne reçoive le texto. Il y eut une réunion secrète dans la maison d'Isabelle. Ses amies les plus proches étaient présentes. Des femmes qui avaient grandi avec elle, des femmes qui partageaient sa cruauté comme on partage un vin cher. Le plan était simple. Inviter Fatima comme invitée d'honneur. La faire asseoir à une table spéciale, projeter d'anciennes photos d'elle avec son uniforme bleu. Et alors, Isabelle ferait un discours qu'elle avait écrit elle-même. Un discours qui disait des choses comme « Nous voulons remercier la femme qui a nettoyé notre saleté pendant 25 ans, littéralement et figurativement. »
Un discours conçu pour faire rire 200 personnes aux dépens d'une femme qui n'avait aucun moyen de se défendre. Ou du moins, c'est ce qu'elle croyait. Parce que pendant qu'Isabelle répétait son discours d'humiliation, Fatima était dans un bureau du centre-ville, en train d'essayer une robe de soirée noire, dessinée spécialement pour elle, un collier de diamants, qu'elle avait acheté lors d'une vente aux enchères de Christie's, des chaussures rouges à talons hauts, qui lui avaient coûté plus que le salaire annuel qu'on ne lui avait jamais versé, et en train de vérifier, pour la dernière fois, les documents qu'elle emporterait cette nuit-là. L'acte de propriété du salon de fête, les contrats de ses entreprises de nettoyage, et quelque chose d'autre, quelque chose qu'elle avait gardé pendant 8 ans, à côté du billet gagnant de la loterie, la lettre de licenciement, la même lettre qui disait qu'elle était jetable, la même lettre signée par Madame Dubois, la même lettre qu'Isabelle lui avait remise à la porte de service, tout en lui disant qu'elle ne servait plus à rien. Fatima plia les documents avec soin, les mit dans une enveloppe élégante et regarda par la fenêtre de son bureau vers le ciel de la nuit. « Demain, pensa-t-elle, demain, ils comprendront enfin. Mais ils ne comprendront pas ce qu'ils pensent que je vais leur enseigner. Ils comprendront quelque chose de bien plus important. Le jour de la fête s'est levé parfait, ciel dégagé, température agréable, comme si l'univers avait conspiré pour créer le décor idéal. Isabelle est arrivée à la salle à 16 heures. Elle a supervisé chaque détail. Les fleurs, les tables, l'écran où seraient projetées les photos de Fatima dans son uniforme, le podium où elle prononcerait son discours. Tout était parfait pour l'humiliation. Les invités ont commencé à arriver à 19 heures. 200 personnes de la haute société, ou ce qu'il en restait, tous étaient au courant du plan. Tous attendèrent le moment. Certains avaient apporté leurs portables prêts à filmer. À 20 heures pile, tous étaient assis. Le champagne coulait à flot. Les conversations allaient bon train. Et tous regardèrent la porte principale, s'attendant à voir entrer une vieille employée en tenue humble, confuse, prête à être le divertissement de la soirée. Mais Fatima n'est pas entrée par la porte principale. À 20h15, quelque chose d'inattendu s'est produit. Les lumières de la salle ont clignoté. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et puis, elles se sont complètement éteintes. Un murmure a parcouru la foule. Certains ont ri nerveusement. D'autres ont cherché leur téléphone portable pour éclairer. Et alors, tous l'ont entendu. Un son lointain, un son qui se rapprochait, un son qui faisait vibrer les coupes de cristal sur les tables, le bruit d'un hélicoptère. 200 personnes ont levé les yeux en même temps. À travers les baies vitrées de la salle, ils ont vu les lumières de l'hélicoptère descendant vers le jardin à l'arrière. Ils ont vu les projecteurs s'allumer, illuminant l'aire d'atterrissage comme si c'était un plateau de tournage à Hollywood. Isabelle s'est levée de sa chaise. Son visage affichait une confusion absolue. « Mais ça, ce n'était pas au programme », a-t-elle murmuré à son mari. L'hélicoptère a atterri. Les pales ont continué à tourner lentement pendant que la porte latérale s'ouvrait. Une échelle s'est déployée automatiquement. Et alors est apparue une chaussure rouge à talons hauts, suivie d'une jambe, suivie d'une robe de soirée noire, suivie d'un collier de diamants qui brillait sous les projecteurs, suivie du visage de Fatima Santos. Mais ce n'était pas la Fatima qu'Isabelle attendait. Ce n'était pas la vieille employée en uniforme bleu. Ce n'était pas la femme qu'elle avait renvoyée à la porte de service. Ce n'était Péa, la femme jetable. C'était une femme qui marchait comme quelqu'un qui marche sur son propre territoire, parce que c'était exactement ce qu'elle faisait. Fatima est descendue les marches de l'hélicoptère avec le calme de quelqu'un qui avait répété ce moment pendant 8 ans. Derrière elle, le docteur Henri Bastien, vêtu d'un costume sombre, portait une mallette en cuir. 200 personnes ont gardé un silence absolu. Les téléphones portables qui allaient filmer l'humiliation filmaient maintenant quelque chose de complètement différent. Quelque chose que personne n'avait anticipé. Quelque chose que personne ne pourrait expliquer. Fatima est entrée dans la salle par la porte du jardin. Elle a marché entre les tables avec la même aisance avec laquelle elle avait marché des milliers de fois en portant des plateaux, en nettoyant des verres, en ramassant des serviettes. Mais cette fois,
Elle ne portait pas d'uniforme. Cette fois, elle ne baissait pas les yeux. Cette fois, chaque personne qui croisait son regard détournait le regard la première. Elle est arrivée jusqu'à Isabelle. Elle s'est arrêtée à 1 mètre de distance. Elle l'a regardée droit dans les yeux. Isabelle a essayé de parler. Elle a essayé de dire quelque chose. N'importe quoi. Mais les mots ne sortaient pas. Fatima a parlé la première. Sa voix était calme. Ni forte ni basse. Juste calme. Bonsoir Isabelle. Merci pour l'invitation. On m'a dit que vous vouliez me rendre hommage. Isabelle a finalement trouvé sa voix. Elle est sortie tremblante, confuse. Fatima, moi, nous, c'est que... Comment? Qu'est-ce qui se passe? Fatima a souri. Le même sourire qu'elle avait eu en lisant le texto SMS. Ce qui se passe. Bonne question. Laissez-moi vous expliquer. Elle a sorti une enveloppe de son sac à main. Une enveloppe élégante scellée avec un logo qu'Isabelle n'a pas reconnu. C'est mon cadeau d'anniversaire pour vous. Ouvrez-le. Isabelle a pris l'enveloppe avec des mains tremblantes. Elle l'a ouverte. Elle a sorti les documents qu'elle contenait. Et son visage est devenu complètement blanc. C'était l'acte de vente de la salle de réception. La même salle où il se tenait. La même salle qu'Isabelle avait louée pour sa fête d'anniversaire. Mais le nom du propriétaire avait changé. Maintenant, il était écrit « Fondation Santos ». Propriétaire « Fatima Santos ». « Je ne comprends pas », a murmuré Isabelle. Fatima a acquiescé lentement. « Je sais. Vous n'avez jamais rien compris. Laissez-moi vous expliquer. » Et alors, devant 200 personnes qui étaient venues se moquer d'une vieille employée, Fatima Santos a raconté son histoire. Mais elle ne l'a pas racontée en criant. Elle ne l'a pas racontée en pleurant. Elle ne l'a pas racontée avec rage. Elle l'a racontée avec la même voix calme avec laquelle elle avait accepté des ordres pendant 25 ans. Sauf que cette fois, c'était elle qui parlait. Et tous les autres écoutaient. « J'ai commencé à travailler pour votre famille quand j'avais 43 ans, a dit Fatima en regardant Isabelle, mais en parlant à tout le monde. Votre mère m'a embauché un mardi de mars. Elle m'a dit que l'uniforme était bleu avec un tablier blanc, que je devais arriver à 6 heures du matin, que je devais partir après que la famille ait fini de dîner. Elle ne m'a jamais demandé mon nom complet. Elle ne m'a jamais demandé si j'avais une famille. Elle ne m'a jamais rien demandé. » Fatima a fait une pause. Elle a regardé autour d'elle. 200 visages l'observaient dans un silence absolu. « Pendant 25 ans, » a continué Fatima, « j'ai été la première personne à arriver dans cette maison et la dernière à en partir. J'ai tout vu, j'ai tout entendu et j'ai tout eu, parce que c'est ce que nous faisons, les employés de maison. Nous nous taisons, pas parce que nous n'avons pas de voix, mais parce que personne ne veut nous écouter. » Isabelle a essayé d'interrompre. Fatima a levé une main, un geste simple, mais qui a eu l'effet d'un commandement absolu. Isabelle a fermé la bouche. « Mais il y avait quelque chose que je faisais chaque soir avant de partir, » a dit Fatima. Quelque chose que personne ne savait. Elle a fouillé dans son sac à main. Elle a sorti un vieux carnet, usé, avec des pages jaunies et une couverture déchirée. J'écrivais. Chaque chose qui se passait, chaque mot qu'on me disait, chaque humiliation que je supportais. Tout est là, 25 ans de mémoire. Un murmure a parcouru la salle. Certains invités se sont regardés entre eux. Certains ont commencé à transpirer, parce que beaucoup d'entre eux avaient été dans cet hôtel particulier. Beaucoup d'entre eux avaient dit des choses devant l'employé en pensant qu'elle était invisible. Beaucoup d'entre eux se demandaient maintenant ce qu'elle avait écrit sur eux. « Mais tranquille, » a dit Fatima avec un léger sourire. « Je ne suis pas venu pour révéler des secrets. Vos secrets vous appartiennent. Je suis venu révéler le mien. » Elle a rangé le carnet. Elle a sorti un autre document. Celui-ci était plus récent, imprimé sur du papier de haute qualité. 8 mois après avoir été licencié, j'ai gagné 287 millions d'euros à la loterie. Le silence qui suivit fut si profond qu'on pouvait entendre l'air conditionné de l'hôtel particulier. 287 millions, répéta Fatima. Prix unique, sans partage, tout à moi. Isabelle ouvrit la bouche, la referma, la rouvrit. Impossible, réussit-elle à dire. On le saurait. Ce serait passé aux informations.
Fatima acquiesça. Tu as raison. Ce serait passé aux informations si j'avais voulu que ça se sache. Mais je ne le voulais pas. Alors, j'ai pris mes précautions. J'ai encaissé le prix par le biais d'une entreprise. Je n'ai jamais donné d'interview. Je n'ai jamais montré mon visage. Je n'ai jamais rien fait qui puisse révéler mon identité. Pourquoi ? Demanda quelqu'un du fond du salon. Fatima chercha la voie du regard. C'était une femme d'une 60aine d'années, une des anciennes amies de Madame Dubois, une de celles qui avait traité Fatima comme un meuble pendant des décennies, parce que la vengeance qu'on exécute avec précipitation est une vengeance vide, répondit Fatima. Et je ne voulais pas une vengeance vide. Je voulais autre chose. Qu'est-ce que tu voulais alors ? Demanda la femme. Je voulais que ce moment arrive, ce moment exact, ce moment où toi et elle et vous tous, vous finissiez par me voir. Si vous écoutez ceci et que vous vous êtes déjà senti invisible, si vous avez travaillé des années pour qu'à la fin, on vous traite comme si vous n'existiez pas, alors vous savez exactement de quoi parle Fatima. Et vous devez rester, parce que ce qu'elle a dit après a tout changé. Fatima marcha vers le centre du salon. Ses talons rouges résonnaient sur le sol de marbre, le même type de sol qu'elle avait nettoyé des milliers de fois à genoux. « Quand j'ai été licenciée, dit Fatima, ta mère a écrit quelque chose sur ma lettre de licenciement. Un mot, un seul mot qui résume comment vous m'avez vu pendant 25 ans. » Elle sortit la lettre de l'enveloppe, la même vieille lettre, la même lettre qu'elle avait gardée avec le ticket de loterie. Elle la déplia lentement. « Jetable », c'est ce qu'elle a écrit. Fatima Santos est jetable. Elle regarda Isabelle droit dans les yeux. « C'est toi qui m'as donné cette lettre à la porte de service. Tu m'as dit que je ne servais plus à rien, que mon remplacement était plus jeune, plus rapide, et ne se plaignait pas. » Isabelle tremblait. Ses amis s'étaient éloignés d'elle imperceptiblement, comme des rats quittant un navire qui coule. « Vous savez ce que j'ai fait avec cette lettre ?» demanda Fatima. Isabelle secoua la tête. « Je l'ai gardée avec le ticket gagnant de la loterie. Et chaque fois que je doutais de moi, chaque fois que je pensais dépenser cet argent en luxes inutiles, chaque fois que j'envisageais de faire quelque chose de stupide, je sortais cette lettre et je la lisais. « Pourquoi ?» murmura Isabelle. « Parce que cette lettre me rappelait qui je ne veux pas être. Cette lettre me rappelait que l'argent ne fait pas de toi une meilleure personne. Cette lettre me rappelait que la façon dont tu traites ceux qui ne peuvent pas se défendre définit qui tu es vraiment. » Fatima plia la lettre, la remit dans son enveloppe. « Et pendant 8 ans, j'ai réfléchi à ce que j'allais faire de mon argent. J'ai pensé à acheter des maisons. J'ai pensé à acheter des voitures. J'ai pensé à voyager à travers le monde. Je pouvais faire tout ça. Je peux faire tout ça. » Elle fit une pause. « Mais j'ai décidé de faire quelque chose de différent. » Elle se dirigea vers le docteur Henry, qui était resté silencieux près de l'entrée. « Docteur, s'il vous plaît. » L'avocat ouvrit sa mallette, sortit une épaisse chemise, la tendit à Fatima. « Pendant les 8 dernières années, dit Fatima en montrant les documents, j'ai créé 11 entreprises de nettoyage dans 7 villes différentes. Toutes emploient exclusivement des femmes qui ont été licenciées d'emploi domestique. Des femmes de plus de 50 ans. Des femmes qui pensaient qu'elles ne servaient plus à rien. » Elle tourna les pages du document. Chacune de ces entreprises paie le double du SMIC. Chacune offre une assurance maladie complète. Chacune offre une formation professionnelle. Chacune traite ses employés comme ce qu'elles sont, des êtres humains. Un autre murmure parcourut la salle. Celui-ci était différent. Certains visages montraient quelque chose qui pourrait être de l'admiration, ou de la confusion, ou peut-être de la honte. « Mais ce n'est pas tout, » continua Fatima. « Il y a 2 mois, j'ai acheté cet hôtel particulier. » Elle montra autour d'elle. « Ce même hôtel particulier où nous sommes réunis. Ce même hôtel particulier qu'Isabelle a loué pour organiser sa fête d'anniversaire. Ce même hôtel particulier où elle prévoyait de m'humilier devant vous tous. » Isabelle porta ses mains à son visage. Ses épaules commencèrent à trembler. « Tu savais ?» réussit-elle à dire en sanglotant. « Tu savais ce qu'on préparait. » Fatima acquiesça. « Oui, je savais. Je le savais depuis le moment où j'ai reçu l'invitation. Pas besoin d'être un génie pour comprendre. 25 ans à travailler pour ta famille m'ont appris exactement comment vous pensez, exactement comment vous fonctionnez, exactement quel type de divertissement vous appréciez.
Alors pourquoi es-tu venue? Cria Isabelle. Si tu savais qu'on voulait t'humilier, pourquoi es-tu venue? Fatima garda le silence un moment long, un moment qui sembla durer des heures. Parce que je voulais que vous me voyiez, dit-elle finalement. Je voulais que vous tous vous me voyiez, pas pour vous humilier, pas pour me venger, mais pour vous montrer quelque chose que vous n'avez jamais compris. Elle s'approcha d'Isabelle, s'arrêta à quelques centimètres de son visage. Je ne suis pas jetable. Aucune d'entre nous n'est jetable. Et s'il m'a fallu gagner 287 millions d'euros et attendre 8 ans pour que vous finissiez par le comprendre, alors ça en valait la peine. Mais il y avait autre chose, quelque chose que Fatima n'avait pas encore révélé. Quelque chose qui changerait non seulement cette soirée, mais les prochaines années de nombreuses vies. Il y a encore une chose que je dois te dire. Isabelle. Isabelle releva les yeux. Ses yeux étaient rouges de larmes. Son maquillage coulait sur ses joues. Cet hôtel particulier, dit Fatima en montrant autour d'elle. Je ne l'ai pas acheté pour mon usage personnel. Je l'ai acheté pour le transformer. Le transformer en quoi? Demanda quelqu'un. Fatima sourit. Un sourire large. Un sourire qui illuminait son visage fatigué mais digne. À partir du mois prochain, cet endroit deviendra le centre de formation Fondation Santos. Un lieu où les femmes qui travaillent dans le service domestique pourront apprendre leurs droits du travail, où elles pourront étudier les finances personnelles, où elles pourront recevoir des cours de n'importe quelle profession qu'elles souhaitent apprendre, où elles pourront s'asseoir sur ces chaises élégantes et savoir qu'elles ont autant leur place ici que n'importe qui. Le silence qui suivit était différent des précédents. C'était un silence de compréhension, de quelque chose qui se mettait en place. Fatima n'était pas venue pour détruire Isabelle. Elle était venue pour construire quelque chose de plus grand. Je veux que tu comprennes quelque chose. Isabelle, dit Fatima en la regardant de nouveau, je ne te hais pas. Je ne t'ai jamais haï. La haine est un luxe que les pauvres ne peuvent pas se permettre. Ça consomme trop d'énergie. L'énergie dont nous avons besoin pour survivre. Elle recula d'un pas. Mais je ne te pardonne pas non plus. Le pardon est quelque chose qui se gagne. Et vous n'avez jamais rien fait pour le mériter. Isabelle sanglotait ouvertement. Son mari essayait de la consoler. Mais il semblait tout aussi perdu. Ce que je peux faire, continua Fatima, c'est vous donner une option. Une option, répéta Isabelle d'une voix brisée. Oui, une option. Vous pouvez continuer à être celle que vous avez toujours été. Vous pouvez sortir d'ici et faire comme si rien ne s'était passé. Vous pouvez continuer à croire que des gens comme moi sont jetables. Vous pouvez continuer à vivre dans votre petit monde de mensonges jusqu'à ce qu'il s'écroule complètement, parce qu'il s'écroulera. Ça arrive toujours. Fatima fit une pause. Ou vous pouvez faire quelque chose de différent. Vous pouvez venir au centre quand il ouvrira. Pas en tant que visiteur, en tant que bénévole. Vous pouvez enseigner quelque chose aux femmes qui viendront. N'importe quoi. Étiquette sociale, organisation d'événements, n'importe quoi que vous savez faire. Vous pouvez utiliser ce que vous avez pour aider celles qui n'ont rien. Isabelle la regarda. Incroyable. Vous m'offrez un emploi? Demanda-t-elle. Non, je vous offre une rédemption. Ce sont des choses très différentes. Le docteur Henry s'approcha. Madame Fatima, dit-il à voix basse, les médias sont dehors. Quelqu'un a appelé. Ils veulent savoir ce qui se passe. Fatima acquiesça. Qu'ils entrent. Il est temps que le monde sache. Mais avant que les caméras n'entrent, avant que les journalistes ne commencent leurs questions, avant que l'histoire de Fatima ne devienne une affaire nationale, elle fit quelque chose que personne n'attendait. Elle sortit son téléphone portable, ouvrit la galerie de photos, chercha une image spécifique. C'était une vieille photo. Une photo d'elle-même avec son uniforme bleu et son tablier blanc. Debout devant la porte de service de l'hôtel particulier Dubois, souriant malgré tout. Cette photo, dit Fatima en la montrant à tous, je l'ai prise le premier jour où j'ai travaillé pour les Dubois. J'avais 43 ans. Je n'avais rien, sauf mes mains et ma volonté de travailler. Elle rangea son téléphone. Et vous savez quoi? Je suis fier de cette femme. Je suis fier de chaque jour passé à nettoyer les sols. Je suis fier de chaque fois que j'ai dit « oui, madame », même si j'avais envie de crier « non ». Je suis fier d'avoir survécu.
Elle regarda directement les caméras qui entrèrent maintenant dans le salon. L'argent ne m'a pas fait ce que je suis. C'est moi qui me suis faite. L'argent m'a seulement donné l'opportunité de le montrer. Les flashs commencèrent. Les questions fusaient. Le chaos s'emparait du salon élégant. Mais au milieu de tout ce bruit, Isabelle Dubois était toujours assise sur sa chaise, le regard perdu, tenant dans ses mains l'acte d'un salon qui ne lui appartenait plus et qui ne lui avait jamais vraiment appartenu. Et Fatima, la femme jetable, l'employée qui ne servait à rien, la vieille femme qu'ils avaient invitée pour l'humilier, était debout au centre de sa propre propriété, racontant son histoire au monde. Mais la nuit n'était pas encore terminée, et ce qui s'est passé après les caméras était peut-être le plus important de tout. Les interviews durèrent presque 2 heures. Chaque chaîne de télévision, chaque journal, chaque site d'information voulait une exclusivité. Fatima répondit à tous avec le même calme, la même voix, tranquille, la même dignité qu'elle avait gardée pendant 25 ans de silence et 8 ans d'attente. Mais pendant que les caméras tournaient, quelque chose se passait dans les coins du salon. Quelque chose que les journalistes ne remarquaient pas parce qu'ils étaient trop occupés avec l'histoire principale. Les employés du traiteur pleuraient. Elles étaient 8 femmes, toutes vêtues de noir avec un tablier blanc, toutes âgées de plus de 50 ans. Toutes avaient entendu chaque mot que Fatima avait dit. Et toutes pleuraient en silence, essayant de ne pas être vues, essayant de continuer à travailler pendant que les larmes coulaient sur leurs joues. Fatima les remarqua, au milieu d'une interview. Elle leva la main pour interrompre le journaliste et marcha vers elle. Le journaliste essaya de la suivre avec la caméra. Fatima se retourna. « C'est privé », dit-elle. « Éteignez ça ». Le caméraman baissa la caméra. Certaines habitudes d'obéissance sont difficiles à briser quand une femme parle avec cette autorité. Fatima s'approcha des 8 employés, s'arrêta devant elle, les regarda une par une. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-elle. Une par une. Elles dirent leurs noms. Martine, Josette, Antoinette, Lucille, Carole, Rose, Dorothée, Espérance. Fatima répéta chaque nom, lentement, comme quelqu'un qui mémorise quelque chose d'important. Martine, Josette, Antoinette, Lucille, Carole, Rose, Dorothée, Espérance. 8 noms, 8 femmes, 8 histoires que personne n'a jamais demandées. L'une d'elles, la plus jeune qui devait avoir environ 53 ans, parla d'une voix tremblante. « Madame Fatima, ce que vous avez dit, ce que vous avez fait, nous, enfin, personne n'a jamais parlé comme ça de nous. » Fatima prit ses mains dans les siennes. « Depuis combien d'années travaillez-vous dans le service ?» demanda-t-elle. « 32 ans, madame. 32 ans. Et combien de fois vous a-t-on dit merci sincèrement ? Pas le merci automatique que l'on dit sans réfléchir. Le merci sincère, celui qui vous regarde dans les yeux et qui signifie quelque chose. » La femme baissa les yeux. « Jamais, » murmura-t-elle. « Jamais, vraiment. » Fatima acquiesça. « Je sais, parce qu'on ne me l'a jamais dit non plus en 25 ans. Mais ça va changer. » Elle s'adressa aux 8. « Je veux que vous veniez toutes au centre de formation quand il ouvrira. Pas comme employée, comme étudiante. Je veux que vous appreniez vos droits. Je veux que vous appreniez à négocier vos salaires. Je veux que vous appreniez que vous avez de la valeur, que votre travail a de la valeur, que vous êtes plus que les uniformes que vous portez. Mais madame, dit une autre des femmes, nous ne pouvons pas arrêter de travailler pour étudier. Nous avons des familles à nourrir. » Fatima sourit. « C'est pour ça que les cours sont du soir. C'est pour ça qu'ils sont gratuits. C'est pour ça qu'il y a une garderie incluse pour celles qui ont des petits-enfants à garder. J'ai pensé à tout. Parce que j'étais vous. Je sais exactement ce dont vous avez besoin. » Les 8 femmes la regardaient comme on regarde un miracle. Comme on ne peut pas croire que ce que l'on voit est réel. Il y a autre chose, dit Fatima. Pour celles qui veulent quitter le service domestique et lancer quelque chose à leur compte, la Fondation offre des microcrédits sans intérêt. Et pour celles qui veulent rester dans le service, mais avec de meilleures conditions, mes entreprises embauchent. Double salaire minimum, assurance maladie, congés payés, prime complète, espérance,
la plus âgée des 8. Ça fit un pas en avant. « Madame Fatima », dit-elle d'une voix brisée mais ferme. « Toute ma vie, on m'a dit que je devais remercier d'avoir un travail, que j'étais privilégié de pouvoir nettoyer les maisons des autres, que je ne devais jamais me plaindre de rien parce qu'il y a toujours quelqu'un de pire. » Elle fit une pause. « Mais vous venez de dire ce que j'ai toujours ressenti, mais que je n'ai jamais pu dire. Que nous ne sommes pas jetables, que notre travail compte, que nous méritons d'être traités comme des personnes. » Fatima embrassa Espérance, une longue étreinte. Une étreinte qui contenait des décennies de mots non dits. L'étreinte se prolongea, une par une. Les 7 autres femmes se joignirent à elle, 9 femmes enlacées en cercle, 9 uniformes de service, 9 histoires d'invisibilité. Et, pour la première fois, 9 personnes étaient vues. Quand elles se séparèrent, Fatima sortit des cartes de son sac. Elle les distribua aux 8 autres. Voici. Mess. Coordonnées. Celle du centre. Celle de mon assistante. Pour tout ce dont vous avez besoin, appelez, mais n'appelez pas pour remercier. Appelez pour participer, pour changer vos vies, pour aider à changer les vies des autres. Les femmes prirent les cartes comme si elles recevaient un trésor. Et alors, quelque chose d'inattendu se produisit. Isabelle Dubois s'approcha du groupe. Tous les regards se tournèrent vers elle, certains avec hostilité, d'autres avec curiosité, d'autres simplement dans l'attente. Le maquillage d'Isabelle avait coulé, ses yeux étaient gonflés, sa posture défaite, mais quelque chose dans son expression avait changé. « Puis-je vous parler ?» demanda-t-elle en regardant Fatima. « En privé. » Fatima la fixa longuement, l'évaluant, la mesurant, prenant sa décision. « 5 minutes, dit-elle finalement. Elles marchèrent vers un coin du salon, loin des caméras, loin des invités restants, loin de tout, sauf de la vérité. Isabelle parla la première. « Tout ce que vous avez dit est vrai, tout. Ma mère traitait le personnel de maison comme des... moins que rien. J'ai grandi en voyant ça. J'ai appris que c'était comme ça que le monde fonctionnait, qu'il y avait des personnes qui servaient et des personnes qui étaient servies. Je n'ai jamais rien remis en question. » Elle fit une pause. Ses mains tremblaient. « Quand nous vous avons renvoyé, je ne vous ai même pas calculé. Je n'ai pas pensé à vos 25 années de travail. Je n'ai pas qu'à penser à votre accident. Je n'ai pensé à rien. Pour moi, vous étiez simplement un problème à régler. » Fatima écoutait en silence. Son visage ne trahissait aucune émotion. « Mais ce soir, continua Isabelle, quand vous êtes entré par ce jardin, quand je vous ai vu descendre de l'hélicoptère, quand j'ai entendu tout ce que vous avez dit, quelque chose s'est brisé en moi. Quelque chose qui était resté entier toute ma vie. »« Qu'est-ce qui s'est brisé ?» demanda Fatima. « L'idée que j'étais meilleur que vous, la certitude que ma vie valait plus que la vôtre, le confort de croire que les choses étaient comme elles devaient être. » Isabelle releva les yeux. Ses yeux croisèrent ceux de Fatima. « J'ai passé 45 ans à vivre un mensonge, à croire que l'argent me rendait spécial, que la classe sociale définissait la valeur des personnes. Et soir, j'ai découvert qu'une femme qui a nettoyé ma maison pendant 25 ans a construit plus en 8 ans que ma famille en 3 générations. »« Et que voulez-vous que je fasse avec ça ?» demanda Fatima. Sa voix n'était pas cruelle, elle était curieuse. Isabelle prit une profonde inspiration. « Vous avez dit que vous m'offriez la rédemption. Vous avez dit que je pouvais venir au centre comme bénévole, enseigner quelque chose. » »« Oui, j'ai dit ça. » Isabelle baissa de nouveau les yeux. « Je ne sais pas si je mérite cette opportunité. Je ne sais pas si je pourrai jamais compenser ce que nous vous avons fait. Mais si vraiment l'offre tient toujours, je veux essayer. » Fatima garda le silence pendant un moment qui parut éternel. « L'offre tient toujours, dit-elle finalement. Mais il y a des conditions. » »« Lesquelles ? » ?»« Premièrement, vous ne venez pas en tant que Madame Dubois. Vous venez en tant qu'Isabelle, sans nom de famille, sans histoire familiale, sans privilège d'aucune sorte. » Isabelle hocha la tête. « Deuxièmement, vous ne venez pas seulement pour enseigner. Vous venez pour apprendre. Vous allez suivre les mêmes cours que les autres. Vous allez vous asseoir sur les mêmes chaises. Vous allez écouter.
Les mêmes histoires. Mais je ne suis pas une employée de maison, dit Isabelle, déconcertée. C'est exactement pour ça, répondit Fatima. Vous ne comprenez rien à ce monde, et vous ne pouvez pas enseigner ce que vous ne comprenez pas. D'abord, vous apprenez. Ensuite, vous enseignez. D'accord. Quoi d'autre? Troisièmement, si à un moment donné que vous traitez quelqu'un au centre comme vous traitiez votre personnel, si à un moment donné vous regardez quelqu'un comme s'il était moins que vous, si à un moment donné vous oubliez pourquoi vous êtes là, vous partez, sans avertissement, sans seconde chance. Isabelle déglutit. Je comprends. Fatima la fixa intensément. Non, vous ne comprenez pas. Encore. Mais peut-être qu'un jour vous comprendrez. Elle se retourna pour rejoindre les autres. Fatima appela Isabelle. Fatima s'arrêta mais ne se retourna pas. Merci, dit Isabelle. Vraiment. Merci. Fatima continua son chemin. Mais avant de s'éloigner trop, elle dit quelque chose par-dessus son épaule. Ne me remerciez pas, moi. Remerciez toutes les femmes qui ont nettoyé votre saleté pendant toute votre vie et qui n'ont jamais reçu de remerciement. Maintenant, vous avez l'opportunité de leur en donner. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous avez continué à écouter jusqu'à ce moment, alors vous comprenez déjà quelque chose de fondamental. Cette histoire n'est pas seulement à propos de Fatima. Cette histoire est à propos de toutes les personnes qui ont été traitées comme des déchets. Toutes les personnes qui ont travaillé des années pour être oubliées en quelques minutes. Toutes les personnes qui méritaient plus que ce qu'elles ont reçu. Mais l'histoire de Fatima ne s'est pas terminée cette nuit-là. Elle commençait à peine. Le centre de formation Fondation Santos ouvrit ses portes 3 mois après la fête. Ce qui était un salon de réception élégant se transforma en un espace d'apprentissage et de dignité. Les murs qui avaient vu des fêtes de riches voyaient maintenant des cours de droit du travail. Les tables où l'on servait du champagne français supportaient maintenant des ordinateurs portables pour des cours d'informatique. Les lustres de cristal illuminaient maintenant des femmes apprenant à calculer leurs propres impôts. Le premier jour d'ouverture, 47 femmes arrivèrent, toutes employées de maison, toutes âgées de plus de 40 ans, toutes avec des histoires que personne n'avait écoutées. Fatima était à la porte, les accueillant une par une, leur demandant leur nom, leur demandant depuis combien de temps elles travaillaient, leur demandant ce qu'elles voulaient apprendre. Certaines pleuraient en entrant, pas de tristesse, de quelque chose qu'elles n'avaient pas les mots pour décrire, quelque chose qui ressemblait à se sentir vue pour la première fois. Parmi les 47 femmes, il y avait un visage connu. Espérance, la doyenne des employés du traiteur de cette nuit-là. Elle était venue avec sa fille et sa petite-fille. « Madame Fatima », dit Espérance en s'approchant. « Voici ma fille, Carmen. Elle travaille aussi dans le nettoyage. Et voici ma petite-fille, Léa. Elle a 16 ans. Elle veut étudier pour devenir infirmière. Mais nous n'avons pas d'argent. » Fatima regarda la jeune fille. Elle était mince, timide, avec des yeux qui montraient intelligence et peur en même temps. « Léa, » dit Fatima, « la Fondation a des bourses pour les filles et petites filles d'employés de maison. Si tes notes sont bonnes, nous pouvons t'aider avec l'université. » Les yeux de Léa s'écarquillèrent. « Vraiment ?» demanda-t-elle, sans pouvoir y croire. « Vraiment, mais il y a une condition. »« Laquelle ? » ?»« Quand tu auras ton diplôme, tu devras revenir, pour enseigner, pour aider, pour rendre ce que tu as reçu. » Léa hocha la tête si vite qu'on aurait dit qu'elle allait se la détacher. « Oui, je le promets. Je le promets. » Fatima sourit. C'était le même sourire qu'elle avait eu en recevant le texto. Le sourire de quelqu'un qui sait qu'il construit quelque chose de plus grand que lui-même. Les mois passèrent. Le centre grandit. De 47 femmes le premier jour, elles passèrent à 120 le premier mois, 300 au troisième mois, 500 au sixième mois. C'était incroyable. Les histoires se multipliaient. Des femmes qui apprenaient leurs droits et poursuivaient des employeurs abusifs. Des femmes qui quittaient des emplois mal payés et en trouvaient de meilleurs. Des femmes qui créaient leur propre entreprise de ménage grâce au microcrédit de la Fondation. Et parmi toutes ces histoires, il y en avait une que personne n'attendait. Vraiment personne.
Isabelle Dubois tint sa promesse. Elle arriva le premier jour de cours. Elle s'assit sur une chaise identique à toutes les autres. Elle écouta des histoires d'humiliation qui lui glacèrent le sang. Des histoires qui ressemblaient trop à des choses qu'elle avait elle-même faites. Au début, les autres femmes la regardaient avec méfiance. Elles savaient qui elle était. Elles savaient d'où elle venait. Elles savaient ce qu'elle représentait. C'était la fille des Dubois, l'héritière. Mais Isabelle ne partit pas. Elle ne se plaignit pas. Elle ne demanda pas de traitement de faveur. Elle voulait juste apprendre. Elle prit des notes comme les autres. Elle fit ses devoirs comme les autres. Elle répondit aux questions comme les autres. Et peu à peu, quelque chose commença à changer. Les regards, les silences, tout devenait plus doux. Un jour, une des femmes lui demanda pourquoi elle était là. Isabelle répondit avec une honnêteté brutale. « Parce que j'ai fait partie du problème toute ma vie. Parce que j'ai traité des femmes comme vous, comme si ce n'étaient pas des personnes. Parce que j'ai pensé que mon nom de famille et mon argent me rendaient meilleur. Et je me suis trompée. Complètement trompée. » La femme la regarda pendant un long moment, silencieuse. « Vous savez combien de fois j'ai entendu quelqu'un comme vous dire ça ?» demanda-t-elle. Son ton était accusateur. Isabelle secoua la tête. « Jamais, parce qu'aucune personne comme moi ne le dit jamais. Mais je le dis, et je ne le dis pas seulement. Je vais le démontrer. » Sa voix était ferme, déterminée, et elle le démontra, jour après jour. Isabelle commença à donner des cours de savoir-vivre. Non pas le savoir-vivre vide des riches, mais le savoir-vivre pratique. Comment se comporter lors d'un entretien d'embauche? Comment parler avec autorité sans être agressive? Comment s'habiller pour différentes situations sans dépenser beaucoup d'argent? Des choses simples, essentielles. Les femmes au début assistèrent par curiosité. Elles voulaient voir la socialite déchue donner des cours à des femmes de ménage. Mais elles découvrirent bientôt qu'Isabelle savait vraiment de quoi elle parlait et qu'elle voulait vraiment aider. Son engagement était sincère. 1 an après l'ouverture du centre, Isabelle était devenue l'une des professeurs les plus demandées. Non pas parce qu'elle était une bonne actrice, mais parce qu'elle avait vraiment changé. Son cœur était différent. Fatima observait tout depuis la distance. Non pas avec la satisfaction d'une vengeance accomplie, mais avec quelque chose de plus complexe. Quelque chose qui ressemblait à l'espoir que les gens peuvent changer, même les plus privilégiés. Mais la transformation la plus importante n'était pas celle d'Isabelle. C'était celle des 3400 femmes qui passèrent par le centre au cours des 2 premières années. Des femmes qui arrivèrent se sentant invisibles et repartirent se sentant invincibles. Des femmes comme Josette, qui après 30 ans de service domestique ouvrit sa propre entreprise de nettoyage et emploie maintenant 12 personnes. Incroyable. Des femmes comme Rose, qui a pris l'informatique à 62 ans et travaille maintenant à l'administration d'un hôpital. Une renaissance. Des femmes comme Antoinette, qui poursuivit son ancien employeur pour des années d'abus et gagna 140 000 € de dommages et intérêts. Une victoire. Chaque histoire était différente, mais toutes avaient quelque chose en commun. Une femme qui avait été traitée comme jetable, découvrant qu'elle avait de la valeur, et au centre de tout, littéralement et figurativement, il y avait Fatima Santos, la femme de ménage qui ne servait à rien, la vieille noire et grosse qu'ils avaient invitée pour l'humilier, la femme jetable, qui construisit un empire de dignité. 2 ans après cette nuit dans le salon de fête, Fatima reçut une reconnaissance nationale. Le gouvernement la nomma citoyenne d'honneur pour sa contribution aux droits des travailleuses domestiques. Une reconnaissance bien méritée. La cérémonie eut lieu à Paris, à l'Élysée. Fatima mit la même robe noire qu'elle avait portée cette nuit de l'hélicoptère. Les mêmes chaussures rouges à talons hauts, le même collier de diamants. Un symbole fort. Mais cette fois, elle n'arriva pas en hélicoptère. Elle arriva en bus. Le même type de bus qu'elle avait pris pendant 25 ans pour aller travailler à l'hôtel particulier des Dubois. Un choix. Les journalistes lui demandèrent pourquoi. « Parce que ce bus représente qui je suis », répondit Fatima. L'hélicoptère était pour un moment spécifique, pour être vu par des personnes qui avaient besoin de me voir. Mais le bus,
c'est ma vérité. Je suis toujours la même femme que j'étais. Seulement, maintenant j'ai les ressources pour aider les autres. Une réponse simple, puissante. Pendant la cérémonie, on lui demanda de dire quelques mots. Fatima s'approcha du microphone. Elle regarda l'audience. Des fonctionnaires du gouvernement, des entrepreneurs, des journalistes, des diplomates, tout le gratin. Et aussi, au fond de la salle, 50 femmes du centre de formation qui avaient voyagé en bus pendant 18 heures pour être présentes. Son soutien, sa famille. Fatima commença à parler. Sa voix était calme, déterminée. Il y a 40 ans, j'ai commencé à travailler dans le ménage. J'avais 23 ans. Je n'avais pas fini l'école. Je n'avais pas d'autre option. Et pendant des décennies, j'ai nettoyé la saleté des autres en pensant que c'était mon destin, que je ne pouvais rien faire d'autre. Elle fit une pause. Ses yeux brillaient. Mais je me trompais. Non pas parce que faire le ménage est mauvais. Faire le ménage est un travail honnête, un travail nécessaire, un travail digne. Je me trompais parce que je pensais que ce travail me définissait, que c'était tout ce que je pouvais être. Elle regarda directement les 50 femmes du centre. Son regard était plein d'amour, de reconnaissance. Le jour où j'ai été renvoyé après 25 ans de service, on m'a dit que j'étais jetable. Ce mot m'a détruite. Il m'a fait sentir que toute ma vie avait été un gâchis, que je ne valais rien. Sa voix se brisa légèrement, mais elle se reprit. Sa force était impressionnante, mais ce même mot m'a sauvé, parce qu'il m'a obligé à me poser une question que je ne m'étais jamais posée. Si je suis jetable, alors qui ne l'est pas? Et la réponse que j'ai trouvée a changé ma vie. Elle fit une autre pause. L'Élysée était silencieux, suspendu à ses lèvres. Personne n'est jetable. Absolument personne. Ni la femme de ménage qui nettoie les toilettes, ni le ripper qui se lève tôt, ni la dame qui vend des crêpes au coin de la rue, ni le vieillard qui ne peut plus travailler. Nous sommes tous nécessaires. Nous avons tous de la valeur. Nous méritons tous la dignité. Les applaudissements commencèrent. Tonnerre d'applaudissements. Mais Fatima leva la main pour qu'il s'arrête. Elle avait encore quelque chose à dire. Je n'ai pas terminé. Le silence revint. Religieux. Aujourd'hui, je reçois cette reconnaissance. Et je suis reconnaissante. Mais cette reconnaissance n'est pas la mienne. Elle est à toutes les femmes qui font le ménage dans ce pays. Elle est à toutes celles qui n'ont jamais reçu un merci. Elle est à toutes celles qui ont été traitées comme invisibles. Cette reconnaissance est la vôtre. Elle sortit quelque chose de sa poche. C'était la lettre de licenciement. La même lettre, vieille et froissée, qu'elle avait gardée pendant des années. Un témoignage. Cette lettre dit que je suis jetable. Je l'ai gardée 10 ans. Je l'ai lue des centaines de fois. Et aujourd'hui, face à vous tous, je vais faire quelque chose que j'aurais dû faire il y a longtemps. Elle tenait la lettre devant elle. Je vais la garder. Je ne vais pas la déchirer. Je ne vais pas la brûler. Je vais la garder pour toujours. Parce que cette lettre me rappelle d'où je viens. Elle me rappelle pourquoi je fais ce que je fais. Elle me rappelle que tant qu'il existera une seule femme qui sera traitée comme un objet jetable, mon travail ne sera pas terminé. Elle a rangé la lettre. Merci beaucoup. Les applaudissements étaient assourdissants. Les 50 femmes du centre étaient debout, en larmes, criant le nom de Fatima. Mais Fatima ne regardait ni les fonctionnaires, ni les diplomates. Elle regardait ces 50 femmes, ses femmes, son peuple, sa raison d'être. Et si vous n'avez rien ressenti avec cette histoire, si elle ne vous a pas touché quelque part au plus profond de vous, alors peut-être devez-vous vous poser une question. Peut-être devez-vous vous demander comment vous traitez les personnes qui ne peuvent pas se défendre. Peut-être devez-vous vous demander si vous avez déjà fait sentir à quelqu'un qu'il était inutile, parce que nous avons tous été Fatima un jour. Et nous avons tous été Isabelle aussi. L'histoire de Fatima ne s'est pas arrêtée à cette reconnaissance. Elle est toujours vivante aujourd'hui. Le centre de formation Fondation Santos a formé à ce jour plus de 3400 femmes. Il a accordé 427 bourses universitaires. Il a financé 183 micro-entreprises. Fatima a 70 ans maintenant. Elle continue d'aller au centre tous les jours.
Elle continue d'accueillir les nouvelles étudiantes à la porte. Elle continue de demander leur nom. Elle continue d'écouter leurs histoires. Quand on lui demande quand elle compte prendre sa retraite, elle répond toujours la même chose. Je prendrai ma retraite quand il n'y aura plus aucune femme traitée comme un objet jetable, c'est-à-dire jamais, parce qu'il y aura toujours du travail à faire. Isabelle Dubois continue de donner des cours au centre. Elle est devenue coordinatrice du programme d'employabilité. Elle n'utilise plus son nom de famille. Tout le monde l'appelle simplement Isabelle. Et quand quelqu'un lui parle de son passé, elle répond avec honnêteté. J'ai fait partie du problème. Maintenant, j'essaie de faire partie de la solution. C'est le minimum que je puisse faire. Le docteur Henri Bastien est toujours le directeur juridique de la Fondation. Il travaille sans rien demander en échange. Quand on lui demande pourquoi, il dit que Fatima lui a redonné foi en l'humanité et que cela n'a pas de prix. Et Lucie, la petite fille d'Espérance, a obtenu son diplôme d'infirmière il y a 6 mois. Elle a tenu sa promesse. Maintenant, elle donne des cours de premiers secours au centre le samedi. Mais peut-être que la partie la plus importante de cette histoire est celle qui ne peut pas être mesurée avec des chiffres. C'est le regard d'une femme de 60 ans qui apprend à utiliser un ordinateur et découvre qu'il n'est pas trop tard pour apprendre. C'est la voix d'une employée de maison qui dit non pour la première fois de sa vie et ne perd pas son emploi. C'est l'étreinte entre une grand-mère et sa petite-fille quand la petite-fille lui dit qu'elle sera la première de la famille à aller à l'université. C'est le moment où quelqu'un qui a toujours été traité comme invisible est finalement vu. C'est ce que Fatima a construit, pas un empire d'argent, un empire de dignité. Et tout a commencé avec un mot cruel écrit dans une lettre de licenciement. Jetable, un mot qui a tenté de la détruire, mais qui a fini par être la graine de tout ce qui allait suivre. Parce que, parfois, les pires choses qu'on nous dit deviennent le carburant pour faire les meilleures choses que nous faisons. Fatima a été qualifiée de jetable. Et elle a répondu en construisant un endroit où aucune femme ne se sentirait plus jamais ainsi. Voilà son héritage. Voilà sa victoire. Voilà son histoire. Et maintenant, vous la connaissez vous aussi. Peut-être que demain, quand vous verrez quelqu'un nettoyer un sol, ou servir une table, ou s'occuper d'un enfant qui n'est pas le sien, vous vous souviendrez d'elle. Peut-être que vous la regarderez dans les yeux. Peut-être que vous lui demanderez son nom. Peut-être que vous lui direz « merci », sincèrement. Parce que chaque personne qui fait un travail invisible mérite d'être vue. Et voir les invisibles est le premier pas pour changer le monde. Fatima l'a compris. Maintenant, vous aussi, vous le comprenez. La question est, qu'allez-vous faire de cette connaissance? C'est la seule question qui compte. Et la seule personne qui peut y répondre, c'est vous.